Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale où j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thierry Spencer. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est avec plaisir. Alors avant de démarrer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la symétrie des attentions, je vais commencer par une très rapide introduction pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, pour expliquer en quelques mots qui est Incentive et ce que nous faisons. Mais d'abord, je voulais vous remercier tous, encore une fois, de votre fidélité. Vous êtes, comme d'habitude, très nombreux à vous être inscrits pour être avec nous aujourd'hui. Vous nous suivez pour un certain nombre d'entre vous semaine après semaine. Et ça nous encourage à continuer à chercher pour vous des intervenants de top qualité comme on a aujourd'hui pour continuer à échanger sur les sujets de l'excellence commerciale, du marketing, du management. Voilà, donc merci encore à tous d'être là. Avant d'attaquer le sujet, quelques mots sur Incentive. Incentive est une application qui est née il y a quelques années sur la base d'un constat qui est que les outils que l'on utilise dans notre vie de tous les jours pour atteindre des objectifs sportifs, des objectifs de santé, ont évolué à une vitesse folle ces dernières années depuis l'avènement du smartphone notamment. Et aujourd'hui, si vous voulez courir un marathon, vous avez une pléthore d'outils qui vont vous aider à atteindre vos objectifs, à vous dépasser, à vous challenger avec vos amis. Alors que dans l'organisation, les outils dans l'entreprise sont restés très ancrés dans le XXe siècle où on utilise encore beaucoup de tableaux Excel, de PowerPoint, d'emails pour inciter, pour encourager les équipes à atteindre des objectifs. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les équipes, en particulier les équipes commerciales, ont des tas d'objectifs différents à atteindre, des objectifs de performance, mais également énormément d'objectifs de changement, de transformation. On est dans un univers où les transformations s'accélèrent. Elles s'étaient déjà beaucoup accélérées depuis le début de la révolution digitale. Et avec cette année et on va dire, cette révolution sanitaire qui nous a touchés, on voit le rythme des transformations qui s'accélère encore plus dans les organisations. Donc, il nous paraît urgent aujourd'hui d'équiper les organisations, en particulier les managers de proximité, avec des outils qui les aident vraiment à aider leurs équipes à accomplir et à atteindre de nouveaux objectifs et de nouveaux défis. Et c'est pour ça qu'on a créé Incentive, qui est l'application tout en un pour aider le management de proximité à accompagner les équipes vers des nouveaux objectifs de performance, vers des nouveaux objectifs de transformation. Et donc une appli dans laquelle on va retrouver du suivi d'objectifs, des challenges, des parcours de formation, du partage de bonnes pratiques, tout en un dans une appli mobile disponible sur le terrain. On est aujourd'hui présent dans beaucoup de secteurs d'activité différents, des entreprises de taille importante, des entreprises de taille intermédiaire, qui choisissent Incentive pour atteindre des nouveaux objectifs ambitieux, du type déploiement d'un nouveau CRM par exemple, ou mise en place d'une nouvelle démarche d'excellence commerciale avec des nouveaux KPIs, de nouvelles méthodes, ou lancement de nouvelles gammes. Voilà, tout un tas d'objectifs de transformation que nos clients cherchent à atteindre et pour lesquels ils utilisent Incentive pour accélérer le déploiement de ces transformations sur le terrain. Voilà quelques mots sur Incentive. Et donc, on va aujourd'hui passer au sujet qui nous anime, qui est le sujet de la symétrie des attentions. Et en particulier, est-ce que cette notion selon laquelle, si vous prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de vos clients, qui est prônée depuis un certain nombre d'années maintenant, notamment depuis la publication du livre d'un dirigeant indien dont j'ai oublié le nom, mais je pense que Thierry pourra nous le rappeler, qui s'appelait voilà, Vinit Nayar. Le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est est-ce que cette notion est réaliste? Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle a encore plus de sens aujourd'hui qu'elle ne l'en avait avant dans le nouveau contexte dans lequel on évolue? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une utopie? Donc, je vais passer la parole à Thierry. Thierry qui est consultant, qui est blogueur depuis une vingtaine d'années sur le blog sensduclient.com qu'il a fondé et qui est directeur associé à l'Académie du service. Thierry, je change le partage d'écran, la parole est à vous. Parfait, merci beaucoup. Je vais tout de suite montrer mon écran. Nous y sommes. Je vais afficher ma présentation. Est-ce que vous me confirmez que vous l'avez bien sous les yeux? Je la vois bien, je pense que tout est bon. C'est parfait. Écoutez, J'en profite juste pour rappeler à nos auditeurs que vous avez un petit module de questions qui est disponible dans la barre latérale du webinaire. Et donc, si vous voulez poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention, nous y répondrons en fin de séance.
Très bien, merci beaucoup. Donc, oui, je suis associé de l'Académie du service. Alors, on a plusieurs clients en commun avec Incentive et je dois aussi commencer cette intervention par remercier Delphine parce que c'est grâce à Delphine que je suis avec vous aujourd'hui et qu'on peut échanger. Alors, l'Académie du service, je vais vous présenter très rapidement qui nous sommes. Donc, nous sommes une entreprise de conseil et de formation créée au sein du groupe Accor il y a une vingtaine d'années. On était un département du groupe Accor au service de toutes les enseignes du groupe et aujourd'hui, on est une société complètement indépendante et comme vous voyez, on travaille pour des entreprises de différents secteurs, de différentes tailles, de différents pays aussi et toujours dans l'ambition d'améliorer l'expérience client et l'expérience collaborateur. Alors, ça, c'est ma vie de la journée et ma vie de nuit, c'est blogueur. Et effectivement, j'ai un blog sur lequel j'ai écrit plus de 900 articles, qui compte plus de 5 millions de visiteurs depuis sa création. Donc, j'ai fait des interviews, j'ai fait des chroniques de livres, des synthèses d'études depuis 15 ans. Donc, je vous invite à vous y rendre et pour y trouver des bonnes recettes ou des idées pour enrichir votre propre démarche d'amélioration de l'expérience client. Ce blog est devenu un livre il y a un an, qui est un florilège de mes meilleures publications depuis 15 ans, 240 pages, dans lequel vous trouverez le meilleur des articles, le meilleur des interviews publiées donc aux éditions Kawa l'année dernière. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la fameuse symétrie des attentions. Alors, derrière ce mot, ce concept, eh bien, finalement, il y a une réalité toute simple qui est pleine de bon sens, c'est de se dire que la qualité de la relation client doit être égale à la qualité de la relation entre les personnes au sein de l'entreprise. On pourrait dire, prendre soin de ses collaborateurs, c'est faire le pari qu'ils prendront soin des clients. C'est aussi, je peux le formuler d'une autre façon, c'est si vous vous souvenez d'une publicité pour un yaourt il y a quelques années, eh bien, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, et pardon pour ce raccourci un peu trivial, mais euh, cette idée finalement appliquée au management, elle est vieille comme le monde, hein, c'est la réciprocité. C'est de se dire que si effectivement on veut qu'un collaborateur ait un certain comportement vis-à-vis du client, il faut que lui-même en ait été l'objet. Il faut qu'il ait vécu cette situation. Si un directeur de magasin demande à ses collaborateurs d'améliorer leur bonjour vis-à-vis des collaborateurs, ben, ça serait mieux qu'il commence par améliorer le sien le matin lorsqu'il arrive et qu'il accueille ses collaborateurs. Alors, cette symétrie des attentions, effectivement, elle est née en fait au sein du groupe Accor il y a une vingtaine d'années. Et cette formule était en fait au départ un projet managérial d'une des enseignes du groupe. Ce projet donc de réciprocité, d'équilibre, de symétrie entre les attentions, et c'est devenu eh bien aussi une méthodologie qui a été développée par l'Académie du service dont j'ai le plaisir d'être associé. Je vais vous donner 5 clés, 5 recettes, 5 pistes de réflexion pour eh bien, mettre en œuvre cette fameuse symétrie des attentions. Alors, la première, c'est finalement relative à la définition que je viens de faire, c'est-à-dire prendre soin des collaborateurs pour qu'ils prennent soin des clients. Et figurez-vous que dans les 12 derniers mois, on en a quand même pas mal parlé parce que le prendre soin, c'est un peu devenu la formule de l'année. Ça sera l'année 2020, on se souviendra, c'est l'année du soin finalement. Vous avez vu, comme tout le monde, hein, dans les gestes barrières, dans toutes les, la, dans tout ce qu'on nous a demandé en tant que client et professionnel à mettre en œuvre, eh bien, tous les jours, on a vu qu'on nous proposait de se protéger, de protéger les autres. Donc, c'est un peu l'année du soin. Des enseignes ont découvert qu'elles devaient mettre en avant eh bien, elle devait mettre en avant les normes de propreté bien plus qu'avant. On nous demande de respecter la distance de sécurité. Donc, on apprend, c'est un peu une année d'apprentissage du soin, si je puis dire. Et c'est cette crise qui a amélioré les choses et qui a rendu finalement, au final, les clients un petit peu plus attentifs sur eh bien, les différentes initiatives des entreprises. Et fatalement, mais les entreprises en ont
profiter. Et on pourrait dire qu'il y a désormais des entreprises soignantes. Parce que vous voyez ici, Banque Populaire qui nous dit que si Camille prend soin des autres, eh bien, la Banque Populaire prend soin de son crédit immobilier. De même, à la SNCF, on prend soin de vos déplacements au sens propre. Et puis, ce qui est intéressant, et c'est là où on touche à la symétrie des attentions, c'est que puisqu'on prend soin des clients, eh bien, on peut prendre soin des collaborateurs et surtout faire preuve d'une certaine gratitude. Là, c'est une photo que j'ai prise dans le magasin où j'ai l'habitude de faire mes courses toutes les semaines depuis 20 ans, qui est un magasin Casino, où c'est la première fois qu'une affiche propose et montre, eh bien, un signe de remerciement à toute l'équipe du magasin. C'est un peu l'apprentissage de la gratitude. Ils n'ont pas été les seuls. Hein. Vous voyez ici une publicité d'Intermarché pour dire merci à tous les héros discrets, vous savez, tous ceux qu'on a applaudis au balcon il y a maintenant 6 mois. Ce qui est intéressant aussi dans cette crise, à propos de symétrie des attentions, c'est que finalement, on a révélé des rôles essentiels. Si vous avez pris le TGV récemment, eh bien, on vous annonce non seulement le nom du conducteur de votre TGV, le nom du barista lorsque le bar est ouvert, bien sûr, le nom de vos hôtes à bord lorsque vous êtes dans un TGV Inouï ou même Ouigo, et on vous donne aussi le nom de la personne en charge de la propreté. C'est peut-être même la personne la plus importante lorsque vous prenez le TGV, vous êtes un petit peu angoissé avec votre masque pendant quelques heures. Donc, finalement, on a révélé les rôles essentiels, on a mis un peu la lumière sur les personnes qui sont tous les jours au contact du client et qui méritent eux aussi toute l'attention des entreprises. La bonne nouvelle, c'est que pour les entreprises qui ont pris un certain nombre d'initiatives dans ces 12 derniers mois, eh bien, elles voient, effectivement, elles sont quelque part récompensées, hein, dans le sens où vous voyez comme 7 clients sur 10 eh bien, voient leur fidélité augmenter selon le niveau de mobilisation face à la crise. Donc, c'est un peu une récompense pour les entreprises qui ont pris des initiatives au bénéfice des personnes, soit des soignants ou soit d'autres parties prenantes. Alors, pour terminer sur ce premier conseil, c'est vous dire que en réalité, dans la mesure que nous faisons depuis 7 ans à l'Académie du service, hein, notre baromètre de la symétrie des attentions, eh bien, on se rend compte que si les collaborateurs ont une opinion plutôt légèrement favorable sur la proposition, la santé et la sécurité des collaborateurs est une préoccupation majeure de mon entreprise, ce n'est pas du tout le cas pour les clients. Donc, les clients doutent des préoccupations pour la santé et la sécurité. C'est une illustration du fait que les clients se posent des questions sur cette fameuse mise en œuvre de la symétrie des attentions. Est-ce que vous prenez vraiment soin de vos collaborateurs? Vous-même, en tant que client, lorsque vous rentrez dans une boutique, vous savez en quelques secondes si l'équipe qui va vous servir, elle est plutôt bien traitée ou pas. Et donc, pensez toujours que les clients, les Français en particulier, sont très sensibles à ça, sont très sensibles à la façon de traiter les collaborateurs, à l'ambiance générale et en fait qui résulte de la qualité du management. Deuxième conseil, développer la coopération au sein de votre entreprise. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On voit, là encore, dans le baromètre dont je viens de vous parler, hein, qu'on réalise depuis 7 ans auprès d'un échantillon représentatif de la population française, clients à gauche et collaborateurs à droite, eh bien, cette coopération, c'est-à-dire cette façon de travailler ensemble au service du client, elle n'est pas si bien vécue que ça par les collaborateurs. Vous le voyez à droite, hein, quand on leur dit est-ce que dans votre entreprise, on favorise la coopération entre les services et les départements pour rendre le meilleur service possible, ils sont plutôt d'accord à 55% seulement. Et figurez-vous que cette qualité de travail ensemble au sein de l'entreprise, eh bien, elle se voit à l'extérieur. Et les clients, quand on leur pose la question, eh bien, vous voyez qu'ils ne sont que 40% à dire mes différents interlocuteurs travaillent bien ensemble pour rendre le meilleur service possible aux clients. Alors, rentrons dans des exemples très précis d'entreprises que je connais bien, que j'ai eu la chance d'accompagner, et une que vous connaissez qui nous a autorisé à parler de cette initiative. Vous connaissez Michelin, un leader français, une entreprise iconique, remarquable, mondiale, qui a décidé d'aller un petit peu plus loin après avoir défini des standards de relations clients, après avoir défini des standards de management, ils ont décidé de définir des standards de coopération. Et pas seulement des standards de coopération internes au sein de Michelin, mais des standards de coopération avec leurs partenaires et leurs fournisseurs. Vous voyez ici la liste en haut à gauche de tous leurs partenaires et fournisseurs, et c'est avec eux que nous avons mené un projet visant à créer ce qu'on appelle un référentiel de coopération. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? On va travailler ensemble sur des situations de coopération et on va les décrire
on va en faire des standards, des pratiques d'enchantement avec des rituels, des indices, des surprises, se mettre d'accord sur la situation et surtout sur un certain nombre de repères relationnels. Il ne s'agit pas de nouveaux process, il s'agit de se mettre d'accord sur une façon de faire tous ensemble, en fait, pour se respecter entre nous. Parce que la symétrie des attentions, c'est non seulement prendre soin des collaborateurs, mais c'est aussi prendre soin des clients, mais prendre soin de ses fournisseurs, prendre soin de ses partenaires. Voilà un bon exemple de la part de Michelin. Un autre bon exemple, qui est un client commun, en l'occurrence d'Incentive et de l'Académie Service, c'est Nespresso. Nespresso a créé un guide de repères relationnels qui est issu de leur signature, qui est, vous savez, la quête du geste parfait. Et dans ce guide que vous voyez ici à gauche, qu'est-ce qu'il y a dans ce guide? Il y a des repères relationnels, il y a des gestes, il y a des façons de travailler ensemble. Et dans le film La quête du geste parfait, que vous avez peut-être déjà vu, mais qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit tous les acteurs de la chaîne de service, entre la personne qui plante le grain de café à l'autre bout du monde, l'informaticien, le nez qui va choisir les arômes des grands crus, les personnes en boutique, les personnes au téléphone, les personnes en charge du site internet. Eh bien, vous voyez que cette signature à l'intérieur et le slogan interne de Nespresso en termes de management, c'est chacun est l'aboutissement du geste de l'autre. Si on se respecte tous, back office et front office, eh bien, ça sera au bénéfice du client final. Alors, Simon vous en parlait en introduction, Vinay Nayar. Vinay Nayar est l'ancien PDG d'une entreprise indienne, comme vous l'aurez peut-être deviné, qui s'appelle HCL Technologies. Et Vinay Nayar a écrit un livre qui porte un titre assez provoquant, c'est-à-dire les employés d'abord et les clients ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, ce n'est pas l'inventeur de la symétrie des attentions, c'est simplement un chef d'entreprise indien qui prend la parole et qui finalement parle de ce sujet aussi. Et en fait, lui, il a une façon d'aborder les choses qui est très intéressante, c'est qu'il parle de zones de valeur. Les zones de valeur, c'est-à-dire autour de votre client, il y a des gens au contact du client. Et autour de ces personnes au contact du client, il y a des gens qui sont à leur service. En fait. Et il tord un peu le cou à cette fameuse notion, et c'est ce que j'ai développé sur mon blog il y a quelques temps d'ailleurs, dans le détail, il tord le cou à la notion de client interne. Vous savez, peut-être que vous l'avez entendu dans vos entreprises, on se dit, bah, moi, je n'ai pas de client, j'ai un client interne, je n'ai que des clients internes. Et en fait, voilà cette notion, je vous invite à tordre le cou à cette notion parce qu'elle fait oublier le client final. Elle fait oublier qu'on est partenaire au service du client final et qu'il n'y a qu'un seul client, c'est l'utilisateur de vos solutions, c'est le client, c'est l'acheteur, le consommateur de votre produit. Et tous ensemble, vous êtes partenaires au service du client final. Voilà ce que veut dire Vinay Nayar dans son livre. Et naturellement, ce qui est très intéressant, et surtout de la part d'un PDG d'une entreprise indienne, et pour certains et certaines d'entre vous ce matin qui connaissaient la culture indienne, vous savez à quel point il est difficile de parler de hiérarchie, de posture du chef en Inde. Et Vinay Nayar parle du fait que, eh bien, finalement, il illustre un des points essentiels de la symétrie des attentions, c'est l'exemplarité managériale. L'exemple doit venir du haut. Si on veut véritablement mettre en place la symétrie des attentions, eh bien, on doit d'abord commencer par les dirigeants et même par les actionnaires qui doivent être convaincus qu'on doit prendre soin des collaborateurs, qu'on doit améliorer en même temps la qualité du management et la qualité de la relation client. Et que l'objectif commun, c'est bien la satisfaction du client et la rentabilité de l'entreprise. Faire augmenter le chiffre d'affaires, c'est un pari. Hein. Il y a de nombreuses études et je vous invite à les télécharger sur le site de l'Académie du Service ou sur mon blog, hein, des études qui montrent que, eh bien, quand on améliore le bien-être des collaborateurs, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on joue sur des indicateurs qui, au final, sont des indicateurs économiques. On baisse le turnover, on baisse l'absentéisme, on augmente l'engagement des collaborateurs. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des poches, des réservoirs d'économie, de rentabilité, des collaborateurs plus engagés, plus souriants, qui se sentent mieux dans leur travail, qui servent mieux le client au final. Et le client y est parfaitement sensible. Et comme vous l'avez vu dans mon introduction, on pourrait presque dire de plus en plus sensible. Troisième façon de mettre en œuvre la symétrie des attentions, et là c'est important parce que c'est un défi managérial, c'est favoriser la prise d'initiative et affirmer le droit à l'erreur. Alors là encore,
un chiffre issu de notre baromètre de la symétrie des attentions. La prise d'initiative est finalement assez peu encouragée dans les entreprises et elle est surtout très mal perçue par les clients. Il n'y a qu'un collaborateur sur 2 en France qui dit au sein de son entreprise, la prise d'initiative est encouragée et le droit à l'erreur est reconnu. Et quant aux collaborateurs, on leur demande si, aux clients, pardon, on leur demande si leurs interlocuteurs sont suffisamment libres, autonomes, prêts à prendre des initiatives et prêts à, comme vous le voyez en bas à gauche, prêts à s'affranchir des règles pour les satisfaire. Ils ne sont que 1 sur 3 à le penser. Et vous voyez encore pire dans la grande distribution, chez les fournisseurs d'accès à Internet et dans la téléphonie. Alors, un autre exemple d'une entreprise remarquable, en l'occurrence Decathlon. À droite, vous voyez une publicité de recrutement de Decathlon. Qu'est-ce qu'elle dit, cette publicité? Elle dit, chez Decathlon, on peut décider, on peut se tromper, on peut réessayer, on peut réussir. Vous êtes motivé, rejoignez-nous, etc., etc. Ce qui est intéressant chez Decathlon, c'est mettre en œuvre le droit, accepter le droit à l'erreur et donc l'initiative personnelle. Et pour en avoir parlé avec des dirigeants de Decathlon, et notamment la directrice de la relation client, Martine Coupet, c'est un challenge absolument colossal. Parce que figurez-vous que ça ne se décrète pas l'initiative. On ne dit pas, bon, bah, à partir de maintenant, quand tu es face à un client mécontent, et s'il arrive avec son vélo Between et que la fourche est rayée, bah, tu peux tu peux lui en donner un neuf. On pourrait en faire une règle, on pourrait la diffuser à tout le monde en disant maintenant, vous êtes libre de prendre des initiatives pour satisfaire le client. Mais figurez-vous que entre l'intention de départ et puis la réalité, alors dans la réalité, si je puis dire, sur le terrain, les collaborateurs sont ravis. Ils vous disent, mais c'est fantastique, on peut prendre des initiatives, on peut donc décider, on peut résoudre les problèmes nous-mêmes, et figurez-vous que ça favorise l'engagement. Un collaborateur qui peut résoudre un problème client tout seul, sans avoir à en parler à sa hiérarchie, sans faire appel à je ne sais quel process, eh bien, c'est un collaborateur engagé, un collaborateur responsabilisé. Et c'est aussi un client satisfait, parce que quand un client se présente avec un problème face à un collaborateur à distance ou en face à face, si son problème est résolu tout de suite, il sera encore plus satisfait. Il sera encore plus apte à vous recommander. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que chez Decathlon, comme dans toutes les entreprises, quand on décrète l'autonomie, quand on décrète le droit à l'erreur, figurez-vous que c'est un challenge parce que on oublie qu'il y a le management intermédiaire, le management de terrain. Parce que le chef de rayon, bah, il perd un peu de son pouvoir, le directeur de magasin, il perd un peu de son contrôle, toute l'entreprise perd un peu de son contrôle. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire n'importe quoi, ils vont distribuer des vélos gratuitement. Ben, en fait, accepter le droit à l'erreur, c'est de se dire qu'on ne sera pas toujours parfait, on va certainement se tromper, on va certainement échanger une paire de chaussures avec sans forcément de défaut contre une paire de chaussures. On va se tromper, mais on va l'accepter et on va inciter les collaborateurs eh bien, aussi à se débrief, à essayer de maîtriser finalement aussi les coûts. Et on peut le faire de façon très raisonnée, c'est ce que fait Decathlon. Et après, on ne s'étonne pas que Decathlon soit en croissance sur toute la planète et soit une entreprise qui soit admirable à tout point de vue. Avant-dernière façon de mettre en œuvre la symétrie des attentions, c'est mettre en miroir les perceptions. Les perceptions, c'est ce qui compte le plus. La perception, c'est votre réalité. Ce ne sont pas vos règles, ce ne sont pas vos normes, c'est bien ce que pensent les clients et ce que pensent les collaborateurs. À ce propos, je vous présente un chiffre qui ne varie pas depuis de nombreuses années dans notre baromètre, c'est que les collaborateurs des entreprises françaises surestiment systématiquement la satisfaction des clients. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte de la réalité du client. Je vais vous donner un exemple. Un collaborateur qui travaille dans un centre d'appel. On lui dit, voilà, tu as des process, tu as des règles, tu as une formation, tu décroches ton téléphone, tu as une certaine façon de dire bonjour, une certaine façon de rendre service. Quand tu auras raccroché, tu auras fait ton job, en fait. Tu auras satisfait le client, tu auras, et si tu as tout donné, eh bien, normalement, à la fin de la journée, tu rentreras chez toi et tu penseras légitimement que le client sera satisfait. Dans la réalité, le client ne prend pas en compte que cet appel. Il va prendre en compte le temps qu'il va prendre à trouver le numéro de téléphone, à passer 10 minutes sur le site internet avant de trouver la bonne réponse. Et puis quand il arrivera à trouver ce numéro de téléphone, il aura une musique d'attente qui va l'agacer. Et à la fin, on lui enverra un email de confirmation qui ne va pas lui convenir. Or, le collaborateur a bien fait son travail.
lui, il a bien répondu au téléphone, il a suivi les règles, les process. Il s'est contenté de faire ce qu'on lui demandait de faire, mais il n'a pas vu l'entièreté de l'expérience client. Et d'ailleurs, on ne peut pas le blâmer. Et donc, l'enjeu de cet écart de perception, c'est bien pour l'entreprise, être parfaitement au contact et connecté à la réalité du client, c'est-à-dire demander au client en permanence son feedback, que toute l'entreprise soit connectée à la réalité du client, qu'on mesure sa satisfaction, qu'on ne termine pas un seul entretien, un rendez-vous sur le terrain, qu'on soit en B2B ou en B2C, toutes les occasions de prendre le pouls, la température du client pour lui demander si tout s'est bien passé et qu'il vous parle de son expérience. Et donc, on prenne conscience que son job est une pierre à l'édifice de l'expérience client globale. Parce que qu'est-ce que c'est l'expérience client? C'est la somme de toutes les petites interactions dans un parcours client qui est plus ou moins long, plus ou moins profond, si je puis dire. Et donc, réduire cet écart de perception est un enjeu pour toute l'entreprise parce que c'est vraiment l'enjeu de la symétrie des attentions. C'est la réconciliation entre le point de vue des clients et le point de vue des collaborateurs. Et très souvent, pour y arriver, qu'est-ce que font les entreprises? Eh bien, elles travaillent à répondre à la question simple qui est qu'est-ce que ça veut dire pour moi satisfaire un client? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre entreprise satisfaire un client? Où est-ce qu'on met le curseur? D'accord? Où est-ce qu'on met le curseur entre le client roi qui peut nous marcher dessus, et ça, c'est pas du tout l'esprit, la symétrie des attentions, donc le respect mutuel. Où est-ce qu'on met la surqualité, la sous-qualité? Comment est-ce qu'on définit les standards de notre expérience? Comment est-ce que les collaborateurs sont capables de les incarner? Et comment les clients les comprennent? Sans leur faire de surpromesses, en leur disant voilà ce qu'on vous doit, voilà ce que vous avez acheté, voilà les services auxquels vous avez droit, et tout le monde est réconcilié et tout le monde est au bon niveau en fait. Et les entreprises gagnantes sont souvent celles où il y a le moins d'écart de perception entre le point de vue des clients et le point de vue des collaborateurs. Alors, vous verrez, je vous invite à télécharger tous les résultats du baromètre de la symétrie des attentions sur le site de l'Académie du service et vous verrez les résultats, comme vous voyez ici, par secteur d'activité, dans la téléphonie, 37 points d'écart. Les collaborateurs surestiment la satisfaction des clients. Ils n'ont pas conscience que les clients ont depuis toujours une mauvaise image et une mauvaise perception de la qualité de service des fournisseurs d'accès Internet et des opérateurs de téléphonie. Nous avons mis en œuvre en répondant à certains de nos clients qui nous disaient vous faites une étude depuis 7 ans, vous nous aidez à mettre en œuvre la symétrie des attentions, comment est-ce qu'on peut le prouver? Eh bien, avec notre étude, on en a fait un label et la première entreprise labellisée, c'est Cofidis. Cofidis a mis en miroir les perceptions. Cofidis a fait une étude auprès des clients, auprès des collaborateurs, auprès de la direction générale et nous avons comparé les résultats. Et ces résultats donnent des standards qui sont très au-dessus de la moyenne pour les clients, pour les collaborateurs et pour la direction générale. Et figurez-vous, pour ceux d'entre vous qui seraient en train de penser que je suis un doux rêveur et un poète du management et du business, pas du tout, parce que figurez-vous que la première entreprise labellisée symétrie des attentions, eh bien, pour ce qui est des résultats de 2019, vous voyez une production à plus 11%, un encours à plus 10, un produit net bancaire à plus 4,6 et un résultat net en croissance de 5%. Donc, on peut effectivement réconcilier cette vision de réconciliation, cette vision humaniste du management et de la relation client et des bons résultats financiers. Dernier point pour conclure, reconnaître qu'on est faillible. La symétrie des attentions, c'est d'abord le feedback entre les clients et les collaborateurs, le feedback entre les managers et les collaborateurs. Et c'est surtout une façon de voir le monde que je vais vous présenter ici de façon très simple. Certainement, dans certaines de vos entreprises, vous qui nous écoutez aujourd'hui dans ce webinaire, vous avez une culture, par exemple, dans la production, dans l'industrie. Vous vous dites, chez nous, le zéro défaut s'impose. Et vous avez raison. Dans la production d'un produit, le zéro défaut est une obligation. Dans le service, le zéro défaut n'existe pas. Et donc, on peut se donner pour objectif 100% de clients satisfaits en prenant en considération que on aura toujours des problèmes, on sera faillible, on fera des erreurs, mais on se donne tous les moyens de rattraper cette erreur. Quand on a dit ça, quand on a dit qu'il n'y a
pas de zéro défaut dans le service, donc on est faillible et qu'on peut rattraper ses erreurs, eh bien, il faut le mettre aussi en symétrie. En interne, il n'y a pas de manager parfait. Et si on demande aux collaborateurs d'écouter les clients, il faut demander aux managers d'écouter les collaborateurs. Et donc, si vous qui m'écoutez ce matin, eh bien, pensez que vous êtes infaillible, vous êtes dans l'erreur. Vous n'êtes pas parfait. Et il y a des réunions où vous serez en retard. Il y a des matins où vous n'aurez pas le meilleur bonjour du monde. Vous ferez aussi des erreurs en tant que manager. Et si vous montrez l'exemple, si vous faites preuve d'exemplarité, et si vous demandez à vos collaborateurs, eux aussi, hein, de vous juger, de vous faire des feedbacks, eh bien, vous aurez plus de chances d'engager 100% de vos collaborateurs. Et vous voyez, malheureusement, et c'est mon avant-dernier chiffre, vous dire qu'en France, on a une très timide culture du feedback. Moins de la moitié des collaborateurs déclarent que les managers encouragent le feedback vis-à-vis d'eux. Et de même, moins de la moitié des collaborateurs disent que eh bien, les managers de l'entreprise donnent du feedback régulier aux clients. Et comme vous le voyez, il y a des secteurs qui sont un peu sinistrés dans le domaine, comme par exemple les constructeurs automobiles. En conclusion, une citation du président de Nespresso, un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est Arnaud Deschamps, qui est un ancien capitaine de rugby, hein, et qui est un homme très proche du terrain, et qui dit le manager ne doit plus avoir peur de ne pas être parfait. Et c'est justement ce message que je voudrais vous faire passer ce matin en conclusion. Reconnaître qu'on est faillible, c'est dire effectivement qu'il n'y a pas de service parfait, il n'y a pas de manager parfait. Une entreprise qui progresse est une entreprise qui écoute ses clients, mais qui écoute aussi ses collaborateurs et qui n'a pas peur de la confrontation, qui n'a pas peur de faire face aux problèmes, qui n'a pas peur de faire preuve de courage pour résoudre ces problèmes. Merci. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, eh bien, à télécharger toutes les ressources gratuitement sur le site de l'Académie du service ou aller sur mon blog Sens du client pour découvrir les meilleures recettes de la symétrie des attentions et pourquoi pas adopter vous aussi le label Équipe heureuse, client heureux. Voilà, merci. C'est le moment de repasser la main à Simon et répondre à vos questions. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation passionnante. On est vraiment au cœur d'un sujet extrêmement intéressant et important, en particulier dans l'époque chahutée que l'on vit depuis le début de l'année 2020. Alors, un certain nombre de questions à la suite de cette présentation. Et encore une fois, à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit module de questions qui est dédié. On en prendra quelques-unes, même si il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, vous parlez beaucoup, Thierry, de prendre soin des collaborateurs. Et j'ai l'impression que souvent, prendre soin des collaborateurs n'est perçu par les entreprises que d'un point de vue très matériel. On va donner des primes, on va faire des beaux locaux, on va mettre des canapés, des baby-foot, des affiches avec des messages encourageants au mur. Et j'ai l'impression que dans bien des cas, on se contente de cette approche très matérialiste du prendre soin. Finalement, selon vous, quels sont les principaux axes de travail pour une entreprise quand on veut vraiment prendre soin de ses collaborateurs et sans se contenter de cette couche matérialiste? Le fait est que le baby-foot n'est pas le meilleur symbole de la symétrie des attentions. Ça serait même un peu la caricature. Et on peut penser que, vous savez, comme on dit dans la marine, quand on repeint les bateaux, on dit peinture sur crasse égale propreté. Mettre un baby-foot, c'est pas installer la symétrie des attentions. Installer la symétrie des attentions, prendre soin, même si c'est un terme qu'on entend très peu dans les entreprises, eh bien, c'est de s'accorder sur une façon de manager. Et s'accorder sur une façon de manager, c'est plus difficile, c'est un chemin plus long que de commander un baby-foot et des trottinettes. Faire changer l'attitude des managers, améliorer la qualité du feedback, la qualité d'une réunion. Par exemple, la symétrie des attentions, c'est prendre en compte les émotions des clients, bien sûr, c'est ce qu'on vous demande au quotidien dans la relation client. Mais c'est aussi prendre en compte les émotions des collaborateurs. Admettre qu'on n'est pas toujours au top tous les matins. Respecter les horaires de réunion. Se dire de faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Être exemplaire dans son management. Être capable
de se remettre en cause. C'est ça la vraie symétrie des attentions. Les vraies preuves de soin, c'est vraiment prendre en compte ses collaborateurs, tous ses collaborateurs, même ceux qui sont au contact. Je vais vous prendre l'exemple de Nespresso et de Leroy Merlin pour qui on a eu la chance de travailler. Quand on fait des formations sur l'accueil chez Leroy Merlin ou chez Nespresso, on forme le personnel de nettoyage et on forme le personnel de sécurité à l'entrée des magasins parce que tout le monde en fait partie, parce qu'on respecte tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Donc le respect, l'exemplarité, le fait de s'accorder sur une façon de manager au quotidien, voilà des bonnes façons de prendre soin, des bonnes façons de mettre en œuvre la symétrie des attentions. Et quand vous aurez fait ça, vous pourrez commander un baby-foot. Et justement, on a une question du public là, qui nous dit, on a demandé pendant longtemps aux managers d'être des garants des process de l'entreprise, de l'industrialisation, de la bonne exécution. Et maintenant, on leur demande d'être des coachs et de prendre soin de leurs collaborateurs. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux missions intelligemment et sortir justement de cette logique de command and control du XXe siècle des managers? Ah bah on pourrait dire que la symétrie des attentions est le grand défi du management des années à venir. Mais au-delà de la symétrie des attentions, parce que c'est le terme que j'utilise pour qualifier en fait les grandes révolutions du management d'aujourd'hui, c'est effectivement ce passage d'une culture du manager tout-puissant en charge qui a l'autorité et qui est le garant des process, et des règles, à un manager, comme vous dites, un manager coach, un manager qui va accompagner les collaborateurs. Et je pense que la révolution, elle est en marche. Elle est en marche. Moi, j'ai deux filles. Hein. J'ai une fille qui a 30 ans, une fille qui a 24 ans. Et je peux vous dire que leurs managers passent des sales moments, en fait, parce qu'elles ont une toute autre vision du monde, une toute autre vision du bien-être au travail, et donc de l'engagement, et donc de la motivation. Elles sont motivées, elles sont très engagées, mais elles sont aussi très exigeantes. Elles demandent effectivement des règles et des process parce qu'il en faut pour bien travailler, pour bien servir le client, mais elles demandent aussi plus d'autonomie, plus de liberté, plus de sources d'épanouissement. Et ça, c'est nouveau pour une génération de managers qui sont encore centrés sur le management, comme vous dites, du XXe siècle. Là où on est le manager tout puissant et on fait appliquer des règles. Et aujourd'hui, la révolution, elle vient du client qui a de nouvelles exigences, qui est plus mature, plus informé, qui est plus au cœur de l'entreprise et qui lui demande plus d'agilité, et puis des collaborateurs. Donc, les managers, surtout les managers de proximité, sont sous une grande pression parce qu'on leur demande de changer alors qu'on leur a jamais appris, ni à l'école, ni dans leur formation. Et puis surtout, ils n'ont pas l'exemple qui vient du haut. Donc, vous avez raison, c'est un challenge considérable. Et je pense il faut commencer par déjà la sensibilisation de ces managers de proximité aux nouvelles attentes du client et aux nouvelles attentes des collaborateurs les plus jeunes. Déjà qu'ils se rendent compte de ce qui se passe dehors, en fait. Ouvrez les fenêtres, regardez ce qui se passe ailleurs. Regardez ce qui se passe chez Decathlon, regardez ce qui se passe dans des entreprises qui sont leaders en termes d'expérience client et de management. Allez voir ce qui se fait ailleurs. Regardez, renseignez-vous, prenez au sérieux tout ce que vous pouvez voir ou entendre autour de vous sur les nouveaux mouvements et les nouvelles tendances clients et les nouvelles tendances collaborateurs. Donc, c'est bien être connecté à son temps, connecté aux attentes. C'est finalement une œuvre de réconciliation entre les attentes collaborateurs et les attentes clients. Et ça, c'est le job du nouveau manager. Et alors justement, on a beaucoup de questions du public sur concrètement comment est-ce qu'on peut se lancer, comment est-ce qu'on peut lâcher la bride quand on est manager, est-ce qu'il y a des ressources, comment est-ce qu'on peut s'ouvrir l'esprit en tant que manager à cette nouvelle culture, à ces nouvelles attentes, où est-ce qu'on peut trouver ces ressources-là? Alors, eh bien, déjà, être plus attentif à votre vie de client. C'est ce que j'appelle, par exemple, l'enjeu de la machine à café du lundi matin. À la machine à café, le lundi matin, quand vous arrivez au bureau, généralement, alors, c'est l'époque où on n'avait pas de masque, mais aujourd'hui, on peut quand même enlever le masque quand on boit son café autour de la machine à café. Et de quoi on parle autour de la machine à café de lundi matin? On parle de ces histoires de clients. Oh, tu sais quoi, j'ai réservé mes vacances pour Noël. Ah bon, mais non. Tiens, je me suis acheté une voiture. Ah bon. Oh, j'ai appelé mon opérateur de téléphonie mobile. Ah bon, et on se raconte des histoires de clients.
Et généralement, une fois qu'on a fini son café, on retourne au bureau et on a oublié tout ça. En fait. On a oublié qu'on était en train de parler de ses propres exigences de client. Et puis, quand on parle avec ses enfants, quand on parle à l'extérieur, quand on observe aussi des choses, quand on regarde des reportages, quand on lit des livres, etc., on a du mal à les projeter dans son quotidien de manager en se disant ça a une influence sur les gens qui m'entourent, sur les gens que je sers au quotidien. Donc, déjà, avoir ces antennes très ouvertes, ouvrir les fenêtres et les portes de l'entreprise et forcer tout le monde à essayer de se projeter et de prendre en compte une espèce de culture générale, une ouverture d'esprit vers les tendances, donc déjà une sensibilisation. Et ensuite, avec cette sensibilisation, c'est déjà un premier pas, hein, l'ouverture des consciences, la sensibilisation en permanence, être ouvert sur l'extérieur, se challenger, pas rester enfermé dans son entreprise et dans son secteur, ce dont souffrent beaucoup de managers dans des entreprises. Ils ont connu que cette entreprise ou ils ont connu que ce secteur. On ne peut pas les blâmer, mais ils ne voient que les standards de ce secteur, alors que tous les standards sont en train d'exploser. Et donc, ils ont besoin d'ouverture. Et ensuite, eh bien, on va s'accorder à qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux collaborateurs, qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux clients, et puis concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, conduire une réunion, répondre à un client, répondre à un problème d'un collaborateur. On va le designer, c'est ce qu'on appelle le design d'expérience, c'est ni plus ni moins ça. Hein. C'est de mettre au clair, s'accorder sur des gestes, sur des façons de faire qui n'appartiennent qu'à l'entreprise. Il ne s'agit pas de faire comme Michelin, comme Nespresso ou comme Decathlon. Non, il faut faire comme dans votre entreprise. Il y a une façon de faire incentive, il y a une façon de faire académie du service, il y a une façon de faire pour vous tous dans vos entreprises qui est vraiment très singulière et qui doit être en harmonie avec votre positionnement de marque en fait. Génial. On a bien dépassé le timing. Je vais prendre une dernière question parce que vous parliez justement de la machine à café et ça nous amène au contexte actuel où on sait qu'il y a quand même beaucoup plus de travail à distance fin 2020 qu'il y en avait fin 2019 et ça semble être une tendance qui s'ancre et qui s'entérine dans les entreprises. Donc on va évoluer vers un mode de travail massivement plus à distance qu'on ne le faisait par le passé. Et j'ai l'impression que cette distance, elle rend la culture de l'oral qui était très présente dans les organisations, au moins françaises, dans les grandes organisations où on se dit beaucoup de choses mais on n'écrit pas grand-chose, qu'elle la rend un peu caduque et obsolète et qu'il faut évoluer vers une culture un peu plus écrite, de documentation, de normation écrite pour qu'on puisse avoir une qualité managériale et de collaboration à la hauteur. Qu'est-ce que vous pensez de ce point, Thierry? Oui, j'avais pas perçu ça. Le fait est qu'on est toujours tenté par le retour à la norme, hein. On est toujours tenté par le retour au standard, au process. On peut pas lutter contre ça. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ancré dans leur culture les normes, les process et la culture de l'écrit. Par exemple, chez Decathlon, c'est pas du tout le cas. Il n'y a rien d'écrit chez Decathlon. On est vraiment, enfin, je caricature, mais bien sûr, il y a des règles et des process, mais globalement, la culture, elle se transmet, hein, c'est-à-dire, la culture, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de croyances, un ensemble de valeurs sur lesquelles on s'est tous accordés et qui prennent au quotidien, finalement, vie, que ce soit dans des outils de collaboration ou de management à distance ou dans le monde réel. Et donc, on voit qu'il y a des entreprises qui ont du mal à résister à ce retour, effectivement, à la norme, au cadrage, etc. Alors que, regardez, on est en train d'échanger à distance, on prend des questions. Bien sûr, je ne vous vois pas tous, mais on arrive quand même à avoir de bonnes conditions de travail et d'échange parce que déjà, on a travaillé avant, vous et moi, on a répété, on a fait un plan, on s'est accordé sur les objectifs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer le management à distance? Eh bien, essayer de retrouver tous les bons réflexes de la vie quotidienne en face à face, à distance. Par exemple, prendre en compte les émotions des collaborateurs, prendre en compte leur contexte, l'endroit où ils sont, s'ils sont entourés par des enfants, s'ils sont avec des travaux dans leur immeuble, s'ils ont une mauvaise connexion, si ils ont moins de temps à consacrer à la réunion, eh bien, le manager doit aussi avoir ces antennes qui sont branchées sur les émotions du collaborateur derrière sa webcam et prendre en considération ces nouveaux contextes. Je trouve que c'est une année pendant laquelle on a appris beaucoup de choses. Hein.
On a appris beaucoup de choses avec le client, on a appris beaucoup de choses en management, on a appris beaucoup d'outils, de nouveaux outils digitaux. Donc, c'est vraiment une année 2020. Moi qui suis un optimiste convaincu, c'est une année d'apprentissage. On a appris beaucoup de choses. Et je m'en réjouis. Mais vous avez raison, les vieux démons reviennent souvent. Et donc, être un bon manager, mettre en œuvre la symétrie des attentions, c'est un chemin long. C'est plutôt une course de fond qu'un sprint. Ben, ce sera une partie de conclusion pour notre échange. Merci infiniment Thierry. Merci à tous de nous avoir Merci de suivis l'invitation. au-delà du timing qu'on avait prévu initialement. On ne va pas pouvoir prendre toutes les questions malheureusement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pareil, jeudi 11h30. Nous serons avec Jean-Baptiste Fayet, qui est le directeur commercial de Terreal, qui est le premier fabricant européen de tuiles, une entreprise de 4000 collaborateurs. Et nous allons parler de data, et notamment comment est-ce que la data peut améliorer la façon de vendre en vente à distance et comment est-ce qu'on peut utiliser la data pour mieux vendre à distance. Voilà, ce sera notre sujet jeudi prochain. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci infiniment Thierry pour ce partage d'expertise et cet échange Avec plaisir. Bonne journée à tous, bon appétit et à la semaine prochaine. Merci, à très bientôt.